sur cet ordinateur. Recording in progress, j'ai entendu OK, ça. that's correct. Très bien, donc continuer. Je ne sais pas qui clique sur continuer, c'est moi. Voilà. Bon, allez, écoutez, bonsoir à tous. Donc, avant que je commence, merci de penser, voilà, bien vous mettre en mute et en vidéo aussi, de ne pas désactiver vidéo et micro. Voilà, donc merci d'être voilà, de nous avoir rejoints. Nous sommes une petite vingtaine, mais ça va continuer à augmenter, voilà, avec le quart d'heure toulousain. Donc pour cette conférence qui est organisée donc par la 3AF, là, donc Société Astronautique et Aéronautique de France, donc la délégation de Midi-Pyrénées, Occitane, voilà, qui organise des rendez-vous en fin de journée, spatiaux ou aéronautiques, autour de l'aéronautique. Donc ce soir, c'est un rendez-vous autour de l'aéronautique. Voilà, donc moi je suis Nicolas Pilet, je suis plus chargé du rayonnement spatial, mais vous allez voir qu'on va réussir à mettre des balises spatiales dans le drone que va nous présenter Jean-Marc, et donc il y aura un peu de spatial quand même dans ce sujet très aéronautique. Voilà, alors sans plus attendre, je vais donc vous présenter notre conférencier Jean-Marc Mosqueta, qui est professeur d'aérodynamique à donc Supaéro, l'ISAE Supaéro à Toulouse, bien connu des Toulousains et bien au-delà. Voilà, Jean-Marc est responsable du programme drone de cet institut. Et puis 2015, il préside le groupement d'intérêt scientifique, GIS, Microdrone. Voilà, donc pour dynamiser, stimuler donc, la recherche dans ce domaine microdrone. Il a encadré de nombreuses thèses sur les drones convertibles ou les drones bio-inspirés à voilure fine. Voilà. Je vais aussi mentionner que Jean-Marc a été aussi chargé d'événementiel MAV, micro-aircraft véhicules, voilà, qui réunissent en fait la communauté un peu mondiale de ces petits véhicules drones. Donc, il a organisé ces événements à Supaéro en 2007 et en 2017. Voilà, et donc il s'investit sur ce projet qui va nous présenter Mermoz depuis quelques temps, il me dira depuis combien de temps, voilà, donc c'est un projet ambitieux, avec un décollage prévu en 2023, voilà, et donc il va nous présenter ce défi Mermoz, voilà, ce soir, et puis on aura l'occasion aussi cette année d'en reparler avec une exposition, je dis déjà le 7 octobre prochain à l'Envol des Pionniers, puisque à Toulouse on est quand même un lieu historique pour décoller, faire décoller, traverser l'Atlantique Sud, donc on se retrouvera autour du drone lui-même, d'un prototype, le 7 octobre prochain. Voilà, donc sans plus attendre, je remercie donc Jean-Marc d'avoir accepté notre sollicitation et je lui laisse la parole. Merci. Juste une dernière précision pratique. Donc, merci donc de bien couper vos micros et vos caméras pour éviter toute perturbation. Et puis, si vous avez des questions, notez-les dans le chat. On les notera au fur et à mesure. Et la présentation de Jean-Marc sera suivie d'un temps d'échange, justement, interactif. Voilà. Oui. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions sur le chat. Par contre, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Nicolas, pardon, il faut confirmer l'enregistrement. Il faut que quelqu'un confirme l'enregistrement parce qu'on est en plein écran, on ne voit pas les slides. Ah, alors je ne sais pas si c'est Francis, tu as peut-être une confirmation à faire. Attendez les gars, je vais couper mon audio, alors maintenant je remonte. Qu'est-ce que tu me dis, Jean-Claude? Je pense qu'il faut confirmer l'enregistrement. Pour moi, il est parti l'enregistrement. Oui, mais nous on a… Non, mais il faut le confirmer chacun. Moi, je l'ai confirmé, mais je ne l'ai plus. Moi, je pense que peut-être que c'est au niveau local. Voilà, donc faites OK à votre niveau et ensuite coupez votre micro et rendez-vous pour le temps d'échange tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Jean-Marc, c'est à toi. Oui, Nicole. Oui. Merci, Nicolas. Merci, Jean-Marc. Est-ce que on m'entend bien? Ça va? Oui. Tu n'as qu'à venir ici, non? Tu peux venir ici? Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Parle, oui, monsieur Jean-François Imbert, peut-être, si vous pouviez couper votre micro. Oui, d'accord. Philippe Spallard également. Voilà, Jean-Marc, je pense que… Voilà. Bon, alors je vais commencer sans tarder. Donc je vous remercie, je remercie la 3AF et tous ses membres présents et aussi les invités qui se sont joints à cette présentation pour venir m'écouter. Donc je vais vous parler
challenge technologique. Je vais être essentiellement attiré par les questions techniques, ça va être un petit peu techno. Ce challenge qu'on appelle le défi Mermoz consiste à traverser l'Atlantique avec un drone à hydrogène. J'ai mis un certain nombre de logos pour associer à cette présentation. Pour associer à cette présentation notre partenaire H3 Dynamics, avec lequel nous menons ce projet avec le soutien de la région Occitanie et le Fonds européen FEDER. Nous avons également reçu une aide de la Fondation ISAE Supaéro. Et puis, je salue également au passage quelques-uns de nos partenaires académiques, en particulier l'ENAC, la CNRS et la Place et H2Pulse. Ce projet se déroule dans un contexte un peu chahuté, qui est celui... Alors, je crois qu'il y a un peu d'interférence, je ne sais pas si... normalement, l'animateur a la faculté de couper les micros de ceux qui le souhaitent. Donc, peut-être que... Alors, je réactive le mien. Voilà. Merci. Et donc, ce projet, en tout cas en France, arrive au milieu d'un contexte de controverse sur l'aérien en général et l'aviation commerciale en particulier. Et donc, y compris nos propres étudiants sont assez actifs à réfléchir à des moyens d'améliorer l'aviation quant à son impact environnemental. Et notre institution, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, Supaéro, est particulièrement attentive à réfléchir à ces enjeux-là et à intégrer dans l'enseignement et dans les projets de recherche que nous menons la préoccupation climatique, enfin l'urgence climatique dans les technologies que nous enseignons à nos étudiants. Donc le slogan de ce projet est énoncé ici: concevoir et réaliser un drone capable de traverser l'Atlantique sans émettre de CO2. Il faut dire initialement, tout à fait honnêtement, qu'au départ, quand le projet a été déposé en 2018, l'idée était quand même davantage de rester de franchir une barrière, une sorte de plafond de verre d'élongation lié au vol électrique et l'emport des batteries au lithium. Et donc l'idée, c'était d'abord une perspective de performance, et puis c'est devenu aussi une perspective climatique pour trouver de nouvelles façons d'accéder à une aviation propre. Le contexte de remise en question de l'impact environnemental de l'aviation a plongé certains de nos étudiants dans une espèce de dépression existentielle, des fois, dont ce projet et d'autres essayent de les sortir. Et on peut s'adosser pour cela sur d'illustres pionniers tels que Jean Mermoz, qui en 1930 a apporté du courrier de l'autre côté de l'Atlantique en partant de Dakar au Sénégal, qui est ici, jusqu'à Natal au Brésil, qui est là. Et cette petite chose-là, ça fait quand même 3000 km, c'est pas négligeable, et c'est tout l'enjeu de ce projet. J'aime bien citer cette phrase de Mermoz, qui lui-même est mort assez jeune, quelques 6 années après avoir ouvert la première ligne commerciale donc au-dessus de l'Atlantique Sud. Et il disait: l'accident pour nous serait de mourir dans un lit. Alors, ça fait partie des phrases qu'on n'oserait plus trop dire aujourd'hui, pas plus que celle qui est écrite sur la fiche de droite: c'est à la France que le monde doit ses ailes. Là, on était dans une façon d'enchanter le présent
et qui est assez éloigné de nos frilosités dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu dangereux. Ouh là là, vous allez utiliser de l'hydrogène. Ouh là là, alors il faut créer un espace de 50 mètres autour du labo pour grillager avec des détecteurs, etc. Enfin, on est dans une espèce de délire de précaution qui est aujourd'hui assez hallucinant. Et donc, ça nous fait du bien de renouer avec quelque chose comme une forme de monde de l'aventure qui a marqué les débuts de l'aviation. Alors, la raison pour laquelle on s'est mis dans les traces de Jean Mermoz, ou du moins on essaye d'envisager cette traversée, n'est pas liée uniquement à l'histoire, elle est liée aussi, encore une fois, à la rupture que constitue ce plafond de verre que constitue la faible densité énergétique des batteries, encore qu'elles se sont beaucoup améliorées. Et en fait, on peut montrer que sur 3000 km, qui est la distance géodésique qui sépare Dakar de Natal au Brésil, eh bien, sur une telle distance, quelle que soit la masse du véhicule, on ne peut pas franchir l'Atlantique avec des batteries au lithium, avec un avion avec des batteries, avec des piles ou des batteries. C'est pas possible, même si vous prenez 50 tonnes. Enfin bref, à chaque fois, il faut plus un moteur. Enfin bref, la boucle de conception diverge. En revanche, avec une pile à hydrogène et de l'hydrogène embarqué, on peut arriver à être en dessous des 25 kg. C'est un petit peu la limite qui est indiquée ici sur le graphique. 25 kg, pourquoi 25 kg? Parce que 25 kg, c'est ce qui correspond à une limite réglementaire. Pardon. C'est qui correspond à une limite réglementaire pour la réglementation aérienne en France et en Europe. Alors, nous avons un certain nombre de candidats sérieux. Je ne liste pas tous les candidats sérieux. Ils sont malheureusement plus nombreux que ceux que je montre là. Du côté de Delft, il y a en particulier un projet qui s'appelle Nether Drone, que je n'ai pas illustré, mais qui est un autre projet pour l'instant à hydrogène gazeux. Un projet chinois pour lequel je n'ai pas beaucoup de données techniques publiées. Et puis, bien sûr, un projet américain que nous suivons depuis plusieurs années, qui est un projet qui s'appelle Iron Tiger, mené essentiellement par Dan Edwards, et qui est un ingénieur du Navy Research Lab aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur un record. Il s'agissait dans ce record de voler pendant au moins 24 heures. Ça a été fait en 2009 avec un drone avec une pile à hydrogène et de l'hydrogène gazeux. Et puis ensuite, ils ont doublé la mise avec ce même avion, mais cette fois équipé d'hydrogène liquide, ce qui a permis de faire un vol sans escale, si j'ose dire, encore que c'était sur l'hippodrome, de 48 heures. Donc là, on parle de vol de plusieurs jours avec simplement un avion qui pèse une quinzaine de kilos, que vous voyez donc illustré sur cette photo de groupe. À savoir aussi que les Américains, alors ce n'est pas du tout des excuses pour nous, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même une autre gamme comment dire, un autre niveau de budget, mais ils se sont fait livrer une station de remplissage d'hydrogène liquide, des camions, etc. Donc tout ça, c'est des problèmes sur lesquels on bute actuellement. Et le projet actuel, qui s'appelle Hybrid Tiger, est un projet qui va, comme pour le drone Mermoz, qui a pour ambition donc d'hybrider différentes sources d'énergie, non seulement l'hydrogène embarqué, et qui sera donc plutôt de l'hydrogène liquide, mais aussi du photovoltaïque et une autre source d'énergie qui est l'énergie aérologique, dont je parlerai un tout petit peu dans quelques instants. Le but de leur côté, alors il est plutôt du côté du Pacifique, orienté sur des vols de plusieurs jours, donc peut-être 3 jours de vol sans s'arrêter, quoi. Donc ça commence à devenir une feuille de route qui ressemble à de la permanence en vol pour un drone, par exemple, de surveillance maritime. Ce serait tout à fait idéal. Un premier jeu de paramètres de design permet d'aboutir pour une distance de 3000 km
à un engin qui est curieusement assez léger, assez petit, étonnamment léger, parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose qui serait… en fait, notre première idée, c'était de partir sur un drone de 25 kg, puisque c'était la limite autorisée, et de faire quelque chose à partir de là, sans s'embêter sur les masses. Mais comme toujours en aviation, on n'est jamais très bien inspiré d'être lourd, non seulement pour des questions réglementaires, mais aussi pour des questions de mise en œuvre pratique, sans parler de budget, sans parler d'autres soucis. Donc si on fait une boucle de conception relativement standard, mais relativement bien, comment dirais-je, optimisée, on arrive à un engin d'environ 12 à 13 kg, c'est pas indiqué là, mais il fait 12 à 13 kg, avec une finesse aérodynamique, vous voyez sur le tableau, une finesse aérodynamique qui est autour de 24-25, ce qui peut paraître finalement assez modeste par rapport à un planeur ou un autoplaneur, mais qui en réalité est quand même assez difficile à obtenir compte tenu des nombres de Reynolds que nous avons ici et qui sont basés sur une vitesse relativement faible, 23 mètres secondes, donc quelque chose de relativement lent, et un allongement qui lui-même est de 20, donc qui donne voilà, des cordes qui sont bien inférieures au mètre. Donc on est vraiment dans une gamme de drones qui reste en tout cas à la portée d'un institut. On va pouvoir fabriquer peut-être 2 ou 3 prototypes pour se faire un petit peu la main. On voit également un autre chiffre intéressant pour avoir des ordres de grandeur quand même, c'est la consommation d'hydrogène de l'ordre de 12 grammes par heure. Donc on va voir qu'elle est comparable en fait à la consommation, au taux de fuite de nos réservoirs. C'est assez intéressant comme idée parce qu'on va voir que du coup ça induit une certaine gestion assez spéciale du vol. 12 grammes d'hydrogène par heure, c'est donc la consommation de notre carburant en quelque sorte. Également, on voit également un ordre de grandeur de la puissance électrique requise qui est de l'ordre de 200-250 watts si on y ajoute l'équipement nécessaire pour les servitudes de bord. On voit quelques chiffres également qui relèvent du design. Alors, on est parti sur une comparaison, on peut en faire différentes. En particulier une comparaison qui est très intéressante et qui a été faite la semaine dernière par l'excellent Paul Paliès sur l'aviation plus générale, plus conventionnelle, avec des nombreux transports de passagers à partir de la formule de Breguet. Ici, je fais une comparaison beaucoup plus simple, je dirais, et beaucoup plus proche de notre projet, qui consistait à partir d'un drone donné, avec un volume donné, et de comparer différentes formules de motorisation, ou plus exactement de sources d'énergie, incluant les batteries, c'est la première ligne avec 400 km et une endurance de 5 heures, les piles à hydrogène avec de l'hydrogène gazeux, on peut aller à 850 km et 10 heures d'endurance, donc vous voyez qu'il y a déjà un step assez important. On peut supplémenter cet hydrogène gazeux et cette pile à hydrogène avec du photovoltaïque, auquel cas on peut obtenir jusqu'à 15 heures de vol si on se débrouille bien, si on est vraiment un jour très ensoleillé. Et on peut, mais dès qu'on passe au liquide, c'est la 4e ligne, on voit qu'on a vraiment un facteur important qui commence à arriver, un facteur 3 par rapport au gazeux, et même dépasser les 4000 km et 2 jours de vol avec de l'hydrogène liquide et du photovoltaïque. Par comparaison, toujours sur un même volume, alors la formule, je dirais traditionnelle kérosène, reste très compétitive et très attractive, mais on n'est quand même pas complètement ridicule par rapport à ça. Et par contre, on n'émet pas du tout de CO2, on n'émet que de la vapeur d'eau que de l'eau sur le parcours. En effet, la pile à hydrogène est particulièrement intéressante par rapport à ça. Enfin, quand je parle de pile à hydrogène, j'entends la pile à hydrogène et la chaîne à hydrogène complète. C'est cela qu'il faut regarder évidemment. Donc, est particulièrement intéressant en termes d'énergie spécifique, c'est-à-dire si on veut, de joules par kilogramme ou de wattheures par kilogramme. En revanche, on n'a pas nécessairement une très très grande puissance spécifique,
mais cela peut se compenser par tel ou tel module, telle ou telle batterie complémentaire pour réaliser un certain nombre de phases de vol, par exemple de montée ou au décollage. On peut également penser à d'autres systèmes électroniques pour ce faire. Bon, le schéma en bas à droite indique simplement que un cycle vertueux pour produire en fait l'électricité avec la pile à hydrogène consiste d'abord à se munir ou à s'équiper d'hydrogène qui a déjà été faite de manière non carbonée ou décarbonée, c'est-à-dire à partir de l'électrolyse de l'eau et de l'électricité nucléaire, donc décarbonée. Ou si on veut d'autres sources d'énergie photovoltaïque ou autres, mais en tout cas d'électricité décarbonée. En France, c'est plutôt le nucléaire. Et donc ça nous va très très bien parce que finalement, à partir de l'eau, on produit de l'eau et de l'électricité. Ce serait ça un peu l'idée. Alors, la pile qui nous est fournie et qui a été adaptée par notre partenaire H3 Dynamics est en cours d'acheminement vers Toulouse. On a un système qui a été adapté pour rentrer dans le design de notre fuselage. On reconnaît un stack qui est devant lequel se trouvent des ventilateurs qui permettent de refroidir cette pile. Je n'ai pas précisé tout à l'heure qu'on produit deux choses, ou trois choses en fait, à partir de l'hydrogène et de l'oxygène de l'air. On produit un petit peu d'eau, dans une quantité assez limitée, assez négligeable à notre échelle. On produit de l'électricité, c'est quand même le but du jeu, et on produit aussi de la chaleur. Alors on va voir que c'est un peu ça la difficulté, la particularité de cette affaire. Pour cela, on s'est intéressé à développer des modèles thermiques, des modèles à la fois électriques et thermiques de ce qui se passe à l'intérieur de la pile, mais même plus généralement de ce qui se passe à l'intérieur du fuselage contenant une pile. Parce que c'est là que se trouve quand même un des cœurs du problème du caractère embarquable d'une pile à l'intérieur d'un fuselage. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'embarquer une pile sous un drone VTOL, mais ça pose de nouveaux problèmes de le faire à l'intérieur d'un fuselage parce que, encore une fois, cette pile qui va produire peut-être 250 watts d'électricité utile va produire aussi à peu près autant de chaleur, étant entendu que les piles, alors celle-ci est particulièrement récente et performante, aura peut-être 50 ou 60% de rendement. En tout cas, cela va être testé dès son arrivée à Toulouse. Et en tout cas, on a quand même une quantité de chaleur qui n'est pas tout à fait négligeable, puisque en permanence, dans une petite soute contenant la pile, on va avoir 200 watts donc, de chaleur émise. Il va falloir donc faire quelque chose. Donc la première chose, c'est de bien modéliser à partir de tout simplement de la conservation des masses et aussi des bilans d'énergie à l'intérieur du compartiment contenant la pile, et bien de modéliser l'équation de Nernst, de modéliser le fonctionnement de la pile elle-même, ce qui marche assez bien par rapport aux mesures publiées donc, par H3 Dynamics, et qui nous permet d'envisager la boucle complète pile après avoir été testé. Donc ça, c'est ce que nous ferons dès la réception de la pile la semaine prochaine par notre partenaire Laplace et H2Pulse. Et puis ensuite, il faut fournir l'hydrogène. Alors, fournir l'hydrogène, sachant qu'il faut embarquer l'hydrogène, étant entendu qu'il n'y a pas d'hydrogène dans l'air de manière naturelle, donc il faut l'embarquer. Alors, il y a deux manières de le faire. La première, c'est d'utiliser le compartiment, le réservoir d'hydrogène gazeux, que j'ai représenté ici sur la vignette en haut à droite, qui est un réservoir que nous avons déjà reçu, que j'ai ici. Je peux vous montrer sur la caméra, pour ceux qui voient la caméra. Vous voyez à peu près la taille que ça fait. Ça pèse environ 3 kg. Alors, celle-ci est vide, il n'y a pas d'hydrogène dedans. Je l'ai dans mon bureau. Et puis, ce sont on voit un petit peu avec les ombres, là, ce sont des fibres de carbone bobinées, un peu comme sur les propulseurs à poudre, voilà, c'est du carbone. Donc, c'est assez léger.
Mais ça pèse quand même ces 3 kg. Celle que je viens de soulever fait 2,5 kg en fait, auquel il faut ajouter un détendeur, etc. On est autour de 3 kg, ce qui est peut-être peu pour l'aviation conventionnelle, mais pour un drone de 12 kg, c'est considérable. Hein. C'est évidemment une masse tout à fait significative. Alors qu'à l'intérieur, en mettant l'hydrogène à 300 bars, eh bien, on peut stocker que finalement 125 grammes d'hydrogène. Donc, ça représente une petite fraction en fait du contenant. Le contenu est une toute petite fraction du contenant, eu égard à la fois à la densité énergétique importante de l'hydrogène, à peu près 3 fois celle du kérosène, et eu égard aussi à la très faible densité gravimétrique du même hydrogène. Alors bon, là, c'est de l'hydrogène gazeux, mais l'hydrogène liquide, c'est également très, très faible. Donc, c'est très intéressant. Alors, la solution que nous voudrions examiner à plus long terme, probablement pas cette année, mais l'année prochaine, c'est celle de l'hydrogène liquide. Et pour cela, nous avons commandé un petit réservoir qui finalement fera 7 litres, hein, d'environ également 3 kg, et qui permet d'embarquer 420 grammes d'hydrogène liquide à l'intérieur. Alors ça, c'est une campagne qui va avoir lieu prochainement. Ce réservoir, on va le recevoir cet été, ainsi qu'une station de remplissage. Voici un schéma conceptuel un peu de la manière dont l'ensemble de la chaîne va fonctionner. À droite, vous reconnaissez la pile à hydrogène dans laquelle circule donc à la fois l'hydrogène et l'oxygène, enfin l'air, disons l'oxygène de l'air étant absorbé dans la réaction d'oxydoréduction. Et puis, on voit cette petite hélice qui représente un ventilateur qui vient donc rafraîchir, faire circuler de l'air donc par convection naturelle, rafraîchir cette chaleur en excès qui est produite donc dans cette réaction. Et comme nous avons de l'autre côté un réservoir d'hydrogène liquide très froid, je n'ai pas précisé que l'hydrogène liquide avait un point d'ébullition autour de moins 250 Celsius, donc il faut le maintenir à très très froid. Eh bien, nous avons une source froide, une source chaude, et évidemment l'idée c'est d'utiliser ce qui est très froid, donc de le réchauffer avec la chaleur qu'on a en excès dans la soute contenant la pile pour réchauffer le froid qui vient du réservoir d'hydrogène liquide. Alors en réalité, l'hydrogène liquide, on ne le soutire pas sous phase liquide, mais sous phase gazeuse, donc dans la petite portion qui reste en haut, qui reste libre et qui reste gazeuse, et qui est également liée à des soupapes de sécurité, puisque le problème, c'est que chaque calorie qui rentre à l'intérieur de ce super thermos, qui coûte un peu d'argent quand même, pour un petit thermos de 7 litres, mais bon, chaque calorie qui rentre à l'intérieur a tendance à faire changer de phase liquide en phase gazeuse, et donc de faire monter en pression le réservoir. Ce réservoir est tout simplement, n'est pas fait pour tenir des pressions très élevées, hein, donc il reste pressurisé à 2 à 3 bars. Et au-delà, il faut laisser fuiter par une soupape de sécurité. En réalité, il y en a même 2 soupapes de sécurité. Donc, il s'agit d'extraire, de soutirer l'hydrogène qui est déjà sous forme gazeuse dans un petit tuyau où il sera environ à moins 100 degrés Celsius, et le faire passer à travers un échangeur de chaleur avant de rentrer dans la pile à hydrogène. Alors ce travail, évidemment, on voit que le cœur du problème est quand même un gros problème de maintien, de contrôle thermique, hein, du fuselage. Alors, le schéma conceptuel que vous avez en haut représente les différentes sources de chaleur, hein, par exemple les circuits électroniques, l'avionique de contrôle de l'avion, le moteur, qui est un moteur à brushless à cage tournante, hein, tout à fait classique en modélisme, etc., etc. Donc toutes ces choses émettent voilà, de la chaleur, rayonnent aussi de la chaleur, mais c'est quand même beaucoup par convection, et de la conduction. Et on a à ce moment-là une modélisation à faire sur laquelle on a fait travailler un premier étudiant à Supaéro et un deuxième qui maintenant est en projet de fin d'études avec notre partenaire H3 Dynamics, ici à Toulouse, au bâtiment 612.
Tout ce travail de la modélisation thermique du fuselage avait pour premier objectif de déterminer comment on allait maintenir la pile à la température voulue à l'intérieur de sa soute. Parce qu'évidemment, dès que la température commence à dépasser, disons, 40-45 degrés, elle se met en sécurité et cesse de produire l'électricité qu'on lui demande. Il faut donc s'assurer que la température intérieure du compartiment contenant la pile soit pas trop élevée et donc régulée. Et pour cela, pour faire simple, on est parti sur le principe d'une entrée d'air et d'une sortie d'air, donc d'un rafraîchissement par circulation d'air. Alors pour ça, on utilise, mais alors avant de parler de la circulation de l'air, je montre assez brièvement un petit détail de l'échangeur de chaleur, qui est en réalité un petit serpentin sur lequel on va souffler l'air chaud pour réchauffer donc l'hydrogène liquide qui est à l'intérieur. Donc, si je suis les différents codes couleurs, l'hydrogène gazeux est soutiré du réservoir d'hydrogène liquide, mais dans la partie gazeuse qui est au-dessus, et soutiré de cette partie-là, court à travers ce serpentin bleu marine, qui est désigné par la grosse flèche rose, et donc se réchauffe sous l'effet de l'air qui vient souffler, l'air chaud qui vient souffler dessus, avant de pénétrer à l'intérieur du stack de la pile. Et donc, c'est comme ça qu'on espère obtenir le contrôle thermique de tout ça. Vous voyez déjà qu'il y a des petits cadres en bois là, qui ont été faits avec une découpe laser. Hein, sur n'importe quel Fab Lab, on sait faire ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire et à draper tout ça avec des fils de composite. Je montrerai quelques photos après. Pour les entrées d'air et les sorties, on utilise des entrées d'air NACA. Alors, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Lamborghini Countach, quand vous ouvrez votre portière, elle ressemble à ça, vous voyez, et en fait, c'est une entrée d'air NACA. Alors voilà, donc nous, à Super Héros, on n'est pas assez payé pour s'offrir ce genre de voiture, mais par contre, on aime bien les entrées d'air NACA parce qu'elles sont bien ajustées pour pouvoir faire entrer un bon débit sans entraîner une trop grosse pénalité de traînée. Parce qu'évidemment, toute captation d'air dans la carlingue et sortie se traduisent par des pénalités de traînée. Alors, ce n'est pas le seul problème, il y a une quantité de problèmes incroyables, ce n'est pas le seul problème auquel on doit s'affronter pour remplir notre réservoir, c'est aussi celui du remplissage proprement dit, c'est-à-dire de la méthodologie pour faire circuler au moment de faire le plein en quelque sorte. Pour faire le plein, il faut disposer d'une station de remplissage qui soit suffisamment grosse. Donc, celle qu'on attend fait 200 litres. À supposer qu'on les remplit, eh bien, à cause du même problème dont j'ai parlé, du problème de maintenir l'hydrogène liquide à très basse température, ben, sauf système de conditionnement particulier, eh bien, on va avoir une fuite en permanence, c'est-à-dire qu'à l'état normal, eh bien, ça fuite. Voilà, il y a de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène gazeux qui sort de la station de remplissage. Mais par contre, le fait d'avoir un gros réservoir, eh bien, les taux de fuite sont plus faibles que quand on a un petit réservoir. Et ça, c'est une particularité d'un mini-drone par rapport peut-être à un avion un peu plus gros qui a une inertie thermique plus importante. Donc, ce problème, nous l'anticipons, parce que ça ne va pas être très simple de pouvoir remplir sur le terrain notre réservoir d'hydrogène avant de le faire partir, de faire nos essais en vol, puis un jour de faire la mission. Et puis s'ajoute à ça évidemment le problème de remplir la station de remplissage. Donc quand je parle de station de remplissage, je désigne cet organe intermédiaire, là ici, ça c'est le réservoir, mais la station de remplissage c'est ça. Et il faut pour ça trouver un fournisseur. Donc pour le moment, on s'était rapproché de Air Liquide. Mais enfin, ça n'a rien de très simple parce que Air Liquide a des clients qui leur demandent 5000 litres d'hydrogène liquide ou plus. Et nous, on demande juste 7 litres pour notre réservoir et 200 litres pour la station, donc ce qui n'est pas très simple. Enfin, si parmi vous, il y en a qui travaillent chez Air Liquide et qui peuvent nous aider à faire le plein, on est tout à fait partant. En attendant, ce qu'on prévoit de faire avec notre partenaire Laplace, c'est
de mettre la main sur un petit liquéfacteur qui permettra, à partir d'un électrolyseur existant qu'ils ont déjà chez eux, de faire de l'hydrogène liquide à partir de l'hydrogène gazeux et à partir de l'eau et de l'électricité de Goldfish, donc c'est-à-dire l'électricité nucléaire. Et comme ça, on aura une chaîne de production qui sera, je dirais, quasiment totalement vertueuse, à très très bas extrêmement basse production de carbone. Alors j'avais parlé de deux autres sources d'énergie sur le parcours. Une qui est assez évidente, enfin assez connue, qui est celle du photovoltaïque. Alors sachant que Dakar, Natal au Brésil, c'est de part et d'autre de l'équateur, donc on a on aura une bonne irradiance solaire le jour où on pourra faire cette traversée, étant entendu qu'a priori on fera la traversée un jour de beau temps. C'est l'avantage d'essayer de battre comme ça, de réaliser une mission sans se préoccuper d'être à l'heure sur un planning. Mais quand même, en fait, la durée de vol prévue est de 36 heures, c'est-à-dire 2 jours séparés par une nuit complète, ce qu'on aperçoit sur le graphique bleu, qui est l'irradiance solaire idéale sur ce parcours d'après le site de la NASA, qui produit comme ça des courbes d'irradiance solaire en fonction des parcours, de l'heure de la journée. Et la courbe rouge correspond en fait, à la même chose multipliée par 0,3, c'est-à-dire les 30% d'efficacité qu'on espère trouver et valider grâce à notre partenariat avec le LAS CNRS, avec qui on travaille actuellement sur la base de films souples. Donc ce sont des cellules photovoltaïques très souples qui viennent se coller et épouser la forme de la voilure. Et donc, ces cellules photovoltaïques nous permettent d'arriver en crête, vous voyez, à quelque chose qui est proche de 250 watts, voire 300 watts, ce qui correspond, pour notre cas particulier, je le dis parce que j'y reviendrai après, à la puissance nécessaire pour faire fonctionner notre moteur en croisière. Donc, on peut quasiment presque tout obtenir à midi sur l'équateur avec la surface dont on dispose. Voilà. La quatrième source d'énergie, c'est l'énergie aérologique et plus généralement, on peut dire sur l'énergie qu'on peut tirer, l'exploitation qu'on peut tirer à partir de la conduite du vol optimal. La première idée, mais qui n'est pas vraiment utilisable ici, c'est d'imiter le vol des albatros. Donc on a eu au moins 2 thèses là, qui ont été consacrées à ce problème dans le passé, sur la bio-inspiration à partir du vol de l'albatros, qui est un oiseau extraordinaire qui vole plusieurs centaines de kilomètres par jour, jusqu'à 800 km par jour, sans battre des ailes, uniquement en exploitant l'énergie aérologique. Il n'est absolument pas question de faire quelque chose d'équivalent avec un drone, surtout quand on veut faire une traversée aussi longue. En revanche, il peut être intéressant parce que, pourquoi pas question? Parce que l'albatros vient frôler les vagues avec ses plumes, et puis il remonte à 30 mètres et il fait comme ça des zigzags, des boucles en permanence. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut réduire ou imiter ce type d'exploitation à l'intérieur d'un tunnel de vol donné, qu'on peut situer, mettons, à 100 mètres au-dessus des vagues, au-dessus de la mer, et par contre se laisser une certaine possibilité d'exploiter à l'intérieur de ce tunnel de vol les perturbations aérologiques liées à la présence de la couche limite atmosphérique. Bon, j'en dirai pas tellement plus ce soir sur cet aspect-là, ça serait pour être l'objet de tout un autre exposé. On va quand même, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la conduite du vol est quand même très importante, dans le sens que, de ce qu'on comprend, il ne faut pas essayer de se maintenir à une altitude et une vitesse extrêmement strictement respectées, parce que sinon on est tout le temps en train d'agiter les cerveaux et le régime moteur, mais s'autoriser, on sent confusément que s'autoriser à une certaine souplesse, comme ferait un pilote normal, il n'est pas tout le temps, à moins qu'il soit extrêmement débutant et nerveux, il va se laisser un petit peu bouger comme ça, au gré des perturbations, sans forcément réagir immédiatement. Donc tout ça pour des soucis de diminution de l'énergie des cerveaux et des impulsions électriques dans le moteur. La conduite du vol doit être particulièrement soignée lorsqu'on
combine à la fois l'hydrogène liquide et le photovoltaïque. Alors pourquoi? Parce que si, comme vous l'avez vu sur la courbe précédente, hein, à midi, on a pratiquement 80 à 100% de l'énergie électrique demandée, ça veut dire qu'on ne pompe plus dans le réservoir d'hydrogène liquide. Et si on ne pompe plus dans l'hydrogène liquide, eh bien, lui continue à recevoir des calories dans son réservoir et donc à monter en pression et donc à fuiter. Ça veut dire que on a ce qu'on appelle un boil-off rate, donc un taux de fuite qu'on estime, alors dans notre cas particulier, encore une fois, c'est parce qu'on a un petit drone, on a un taux de fuite qui est à peu près égal au débit d'hydrogène dont on a besoin. Ce qui fait que dès qu'on va avoir une autre source d'énergie, finalement, on va fuiter, on va laisser fuir de l'hydrogène, ce que nous ne voulons pas. Et ça, c'est parce que nous avons un point de vol et une taille de réservoir de drone qui se trouve être particulièrement ajusté au niveau de fuite de ce réservoir. Ce n'est pas une règle générale, bien sûr. Comment faire pour ne pas perdre d'énergie, finalement, de vidanger les réservoirs pour rien? Eh bien, en ajustant la vitesse de vol à l'irradiance solaire reçue. Alors, sachant que si on vole à 100 mètres ou 200 mètres au-dessus des vagues, on est en dessous des nuages, et donc la courbe n'est pas aussi jolie, là, aussi gaussienne, magnifique et dérivable infiniment que ça. Et il y aura peut-être des passages nuageux, etc. Donc il va falloir asservir la vitesse de vol pour en permanence soutirer suffisamment d'énergie et donc suffisamment d'hydrogène pour être toujours au-dessus du taux de fuite du réservoir d'hydrogène liquide. Alors, le diagramme de droite est un peu plus précis, mais en fonction du niveau de boil-off, il permet de voir que si on veut franchir 3000 km, en fait, on a intérêt à ajuster, donc à servir cette vitesse de vol de manière adaptative pour y parvenir. Alors, parlons un peu de design. Quelle configuration? Alors, de manière assez conservative, on est assez rapidement parti sur une comment dirais-je, une configuration conventionnelle. Alors, c'est souvent décevant pour les étudiants parce qu'ils voudraient toujours voir des ailes volantes, des biplans, je ne sais pas quoi, tout un tas de trucs. Donc, on s'est dit, on va quand même faire le travail. On va quand même regarder que donne une aile volante. Il y a plusieurs types d'ailes volantes. Il y a l'aile volante type Planck sans flèche. Il y a l'aile volante avec flèche qui permet d'obtenir des profils cambrés, mais avec des lois de vrillage négatives, donc optimisées, qui permettent d'avoir finalement un coefficient de moment de tangage positif, un CM0 positif, donc un avion statiquement stable. Vous allez me dire, on pourrait se permettre un avion statiquement, enfin toujours instable, mais alors au niveau de la consommation des cerveaux, de la fragilité, etc., des fatigues, etc., ce serait vraiment très mauvais. Et puis honnêtement, je pense que ça serait très compliqué d'obtenir des autorisations aussi pour ça. Bref, on part sur un avion statiquement stable et à la fin, on se rend compte que finalement, la configuration conventionnelle est supérieure. En tout cas, par exemple ici, à finesse donnée, à finesse de croisière donnée de 24, eh bien, on voit qu'on a quand même une marge de CZ max qui est quand même plus intéressante avec des vitesses de décrochage qui sont quand même élevées. 14,5 mètres secondes, c'est quand même assez élevé pour une vitesse de croisière de 23 mètres secondes. Élevé parce que ça veut dire qu'il va falloir quand même s'asservir, évidemment, on parle bien sûr d'une vitesse R. C'est relativement élevé parce que pour poser un avion à 15 mètres secondes, c'est quand même un petit peu difficile. Donc pour les essais en vol, ça sera quand même un petit peu difficile à faire à vue comme ça en mode... Alors il y a eu une optimisation paramétrique assez intéressante qui a été faite, beaucoup d'algorithmes génétiques et de contraintes sur des bases d'estimation de masse et de marge statique imposée à 5 ou 10%. Et on a appliqué, on ne peut pas toujours se le permettre en aviation, là c'est sympa parce qu'il n'y a pas de pilote à bord, il n'y a pas d'autres contraintes diverses et variées, donc on a appliqué le théorème de Naylor-Prant qui minimise la traînée induite, donc c'est basé sur les théorèmes de Munk, pour ceux qui se souviennent un peu des cours d'aérodynamique, je sais qu'il y a certains parmi vous,
Donc, ces théorèmes de Munk, ils permettent de minimiser la traînée totale en fait, de l'avion, minimisant la traînée induite avec effet d'interaction entre les différentes surfaces portantes. En particulier, ça peut traiter du même coup les canards, les ailes en tandem, les ailes conventionnelles, etc. Et quand on utilise ce théorème, on a en gros, pas exactement ça, mais ça revient à peu près assez proche de cette situation, une situation pour laquelle l'empennage horizontal est quasiment à portance nulle. Donc ici, on a 0 portance. Toute la portance est reprise par l'aile principale. Vous allez me dire, ah bon, s'il n'y a pas de portance, à quoi il sert? Il sert en fait uniquement à stabiliser l'avion. C'est-à-dire qu'il va produire portance ou déportance en cas de perturbation. Donc il est uniquement là pour jouer ce rôle. Et ça, c'est tout à fait compatible avec un... C'est tout à fait compatible avec un profil à cambrure positive, pourvu qu'on choisisse bien les bras de levier et qu'on choisisse bien le centrage. Il n'y a absolument rien d'incompatible pour une telle situation, et c'est certainement beaucoup plus efficace que n'importe quel autre problème. D'ailleurs, on voit sur ce diagramme, alors en fait, ce qu'on voit, il faut regarder ce qu'il y a en dessous ici, c'est ici ce qu'il y a à voir, c'est ce niveau de répartition de portance sur l'empennage horizontal. Légèrement ici déportante, mais enfin sur le design final, il sera même légèrement positif, ce qui est même un peu meilleur. On voit également que les répartitions de ces aides locales là, sont assez constantes. Alors là, c'est sans tenir compte des winglets. On mettra probablement des winglets. Et que ici, les CZ Max arrivent à des endroits qui sont avec un tout petit peu de vrillage, qui sont plutôt à l'emplanture. On ne le voit pas ici parce que l'aile n'est pas vrillée, mais on arrive à trouver les bonnes associations, loi de corde, loi de vrillage et choix des profils qui nous permettent d'être quand même assez bons. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi gérer sur une voilure haute comme on a choisi ici, donc c'est un avion à voilure haute, c'est-à-dire que l'aile se pose au-dessus du fuselage. Alors, pour des raisons qui sont liées au volume qui est non négligeable de ce gros réservoir, de ces gros réservoirs, soit d'hydrogène gazeux, soit le réservoir d'hydrogène liquide, eh bien, l'interaction aile-fuselage est relativement importante. Et c'est pourquoi ici, sur ce qu'on appelle les Karman, il faut travailler de manière assez fine pour pouvoir les ajuster, pour éviter la création de tourbillons dans cette zone-là, c'est-à-dire sous les aisselles, si vous voulez, par rapport à l'aile, dans le sillage de cette jonction aile-fuselage. Il y a un autre petit détail technique qui est assez intéressant que j'avais suggéré à un moment donné à un de mes étudiants, c'est de regarder comment on pouvait intégrer le spinner comme outil pour améliorer encore l'hélice. Parce que ce qui fait une hélice est très intéressante dans les parties qui tournent. Mais quand on est très très proche du pied de pale, en fait cette partie-là sert pratiquement à rien. Sauf à traîner, et ce n'est pas tellement intéressant, c'est pas tellement le but de l'hélice. Donc c'est assez intéressant de la fondre vraiment à l'intérieur du spinner. C'est pourquoi on a dessiné un spinner qui a le bon goût de favoriser, d'augmenter encore l'efficacité du rotor de l'hélice qu'on a choisi. C'est pour ça c'est un spinner qui a été fabriqué là, donc voilà une photo récente avec des fibres de carbone et qui va tourner. Alors je dis, on n'a pas l'habitude de faire aussi gros, un spinner aussi gros, parce qu'habituellement il y a un pilote, il faut quand même qu'il puisse voir ce qui se passe sur la piste, etc. Enfin, il y a différentes contraintes qui font que on ne peut pas faire un énorme spinner comme ça qui tourne à l'avant. Bon là il n'y a personne à bord, donc c'est pas la peine de mettre de la place pour la visibilité. Et on a vu que l'un dans l'autre, les rétroactions sur du coup l'amélioration des efficacités propulsives de l'hélice font qu'on a un gain de presque 250 km. Donc c'est quand même pas négligeable de cet effet-là. On est en discussion actuellement pour faire une hélice optimisée pour notre cas, mais pour le moment, on va partir sur une hélice du commerce.
Donc à la fin, on a un objet qui est basé sur une finesse d'environ 24-25, mettons 24 si on ne veut pas être trop ambitieux, et pour laquelle on a un indice de structure qu'on compte bien faire même mieux que ça, de 40%. On pense qu'on va pouvoir faire, là c'est un premier proto qui sera autour de 35%, 35 à 40%. Je pense que pour la suite, on pourra assez facilement descendre en dessous de 30%. 30%, ça veut dire que la masse à vide de la carlingue, en fait, représente 30% de la masse totale au décollage. Bien sûr, photovoltaïque. Bon, finalement, au départ, un peu pour faire de la pub, on avait cherché les bio-winglets avec 3 plumes. Bon, tout compte fait, ce n'est pas très intéressant. Bon, les Reynolds dans lesquels on travaille chez nous sont les blended winglets, tout aussi bien, voire même si on pouvait prolonger un peu, ce serait pas mal aussi. Donc, bref, je pense qu'on partira plutôt là-dessus. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une technique de fabrication qui est de type modéliste. Donc, je disais des cadres en bois découpés au laser. C'est fait de manière très soigneuse ici par un partenaire, donc un prestataire privé de la région toulousaine. Excusez-moi. Et c'est une technique de construction très simple, je dirais, qui est très nécessaire pour notre approche actuellement, puisque on n'a pas une idée encore extrêmement bien précise de la manière optimale de réaliser le fuselage, hein, puisqu'il nous faut des entrées d'air, il nous faut vérifier des tas de choses. Et donc, pour le moment, je pense que c'est une bonne technique qui consiste, une fois cette structure réalisée avec des lisses en bois et en carbone, hein, qu'on aperçoit, c'est-à-dire ces petits longerons là, sur le fuselage, de draper le total avec de la fibre de verre vernie et peinte, comme c'est représenté ici. Ça, c'est l'état, c'était l'état en mars. En mai, on en est là. On a laissé des petits trous pour les fameuses entrées et sorties. Le fuselage est coupé est en 3 pièces, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il faudra quand même rentrer les choses dedans. Donc, la pile à hydrogène, le réservoir, les connexions. Et dans un premier temps, on est parti, on s'est dit qu'on ne ferait jamais mieux qu'une aile de planeur de compétition F3J, donc des planeurs vraiment de haute performance, qui est arrivé il y a quelques semaines et qu'on est en train d'ajuster sur ce fuselage. Ce que je montre ici, ça n'est qu'une maquette de soufflerie pour des essais, mais cette maquette de soufflerie, on compte bien ne pas trop l'abîmer pour pouvoir la faire voler et faire des essais en vol derrière. On a également prévu une version hydrogène gazeux. Là, c'est la représentation avec la pile à hydrogène que vous voyez en jaune devant. Devant la pile à hydrogène, il y a une batterie qui est une batterie qui sert à la fois à la pile elle-même pour fonctionner, pour suppléer à des courtes interruptions qui servent à humidifier en fait la membrane, et aussi pour nous permettre de gérer un certain nombre de phases de vol, telles que la montée ou le décollage, avant d'alimenter. Donc, et en fait, tout ça alimente, enfin, ce bloc batterie-pile alimente le moteur et fait tourner l'hélice. Donc, le réservoir bleu que vous voyez derrière, ce n'est pas le réservoir vert que je remontre ici. Pardon, bon, je me suis perdu, c'est pas grave. Alors, je le remontrerai plus tard. Le réservoir bleu, c'est un réservoir d'hydrogène gazeux qu'on a mis pour le moment dans ce sens-là. Bon, on n'est pas encore tout à fait sûr pour des questions de centrage aussi, avec le réducteur derrière. Et alors que l'hydrogène liquide, il était juste derrière, je me suis trompé, je cherchais dans le mauvais sens. L'hydrogène liquide, il sera un petit peu plus long et il n'a pas de réducteur de pression, puisque je rappelle que c'est quasiment pas précieux. Il n'y a pas de pression, très peu de pression à l'intérieur. On est en train de réaliser donc, à l'ISAE donc, un prototype pour les premiers essais en vol qui devraient avoir lieu cet été, un prototype hydrogène gazeux
pour pouvoir, dans le but essentiellement de se faire la main sur le caractère embarquable de la pile et aussi la gestion voilà, de la thermique, etc. D'abord avec un capot relativement ouvert, hein, comme on peut le voir ici sur la vue de côté, et basé sur là aussi des ailes qui sont issues du commerce indirectement, ce qui nous facilite bien les choses, même si en tant qu'aérodynamicien, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir faire l'aile de nos rêves, mais à ce stade du projet, c'est beaucoup plus raisonnable de partir sur une aile existante qui est faite avec des moules en aluminium, etc. Donc un état de surface de qualité vraiment très très bon. Pour terminer ma présentation, je n'ai pas beaucoup parlé du trajet. Le trajet, j'ai dit, fait 3000 km, mais surtout, il faut se souvenir que nous sommes à 23 mètres secondes et que le vent au-dessus de l'océan, ça peut être quand même facilement 10-15 mètres secondes de vent. Donc, en fait, la question de la répartition des vents est loin d'être négligeable. Et on peut très bien avoir du vent dans le dos, comme ici, le poteau noir, c'est la partie bleue, et puis du vent du secteur sud-est, qui est assez classique au large du Brésil. Mais on peut aussi avoir des zones beaucoup plus perturbées, avec par exemple du vent de face, pour autant qu'on ait un enroulement, une dépression qui s'approche de l'Afrique. Mais on peut aussi imaginer de la prendre par le haut et de bénéficier de l'enroulement du sens de vent. Parce que la vitesse des vents, contrairement à à l'aviation générale qui essaye de monter assez haut et de s'affranchir et de voler vite pour s'affranchir de l'affluence des vents, dans notre cas, on a des vitesses qui sont un peu du même ordre de grandeur, même si elles sont quand même supérieures, elles sont à peu près du même ordre de grandeur que les champs de vent rencontrés. Ce qui induit un certain nombre de réflexions sur quelle est la vraie géodésique au sens de l'énergie pour rejoindre Natal à partir de Dakar. Donc là, il y a un problème qu'on essaye d'instruire avec nos collègues de l'ENAC et qui nous a suffisamment excités, après avoir passé 6 mois de postdoc là-dessus, pour engager une thèse qui sera co-dirigée avec Daniel Delahaye, donc à l'ENAC, et qui nous permettra d'étudier plusieurs niveaux d'hypothèses. D'abord, un champ de vent non uniforme, stationnaire, parfaitement connu. Ça, c'est, je dirais, assez simple encore. Mais là où ça se complique, c'est quand le champ de vent est lui-même instationnaire, donc dynamique. Donc évidemment, le temps qu'on parte, les vents ont évolué, tout en étant encore déterministes. Et dans un troisième temps, lorsqu'ils sont incertains, c'est-à-dire qu'en fait, on a un champ de vent qui va évoluer d'une certaine manière, mais avec un certain degré d'incertitude. Il faut voir que ces 3 phases ne sont pas tout à fait aussi simples qu'il paraît, parce qu'on s'ajoute à une autre complexité, qui est que le système n'est pas ergodique, c'est-à-dire qu'en fait, les champs de vent obéissent aux lois de la mécanique des fluides, c'est-à-dire que si on a une variation aléatoire dans un sens, ça change aussi les vecteurs voisins. C'est pas totalement, les incertitudes ne sont pas indépendantes les unes des autres. Donc c'est quand même un petit peu astucieux comme problème, ce qu'on essaye de faire, qu'on va essayer de faire dans cette thèse qui démarra à la rentrée. S'ajoutent à ça d'autres problèmes. Je n'ai pas beaucoup parlé du sel, mais vous savez que peut-être que, bon, bien sûr que l'océan est salé, ça vous le saviez, mais vous savez probablement aussi, si vous avez une propriété celle dans laquelle vous garez votre Lamborghini Countach, là, qui est au bord de la mer, eh bien vous êtes peut-être aperçu qu'il faut changer souvent les volets ou repeindre la rampe, les garde-corps, etc. Donc, ça, c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de sel dans l'air qui est contenu sur les 1000 premiers mètres au-dessus de la surface des océans. Ce sel provenant de l'océan lui-même, car les petites bulles qui sont créées à chaque fois que l'écume se forme libèrent des particules de sel et celles-ci sont ensuite mélangées dans l'atmosphère. Alors pourquoi je parle du sel? Parce que bon, la pile à hydrogène a besoin d'hydrogène, certes, mais aussi de l'oxygène de l'air et n'est pas forcément très ravi d'avoir du sel qui va rentrer dedans. Donc il va probablement falloir mettre des filtres qui induisent des pertes de charge, etc. Donc, il va falloir qualifier cette chaîne dans un environnement salin.
Et on peut, par exemple, imaginer, j'aime bien citer ce projet Energy Observer, parce que Energy Observer, c'est un ancien catamaran qui a été recouvert de panneaux photovoltaïques. Ils pompent l'eau de mer et ils font l'électrolyse de l'eau à bord et ils remplissent des bonbonnes d'hydrogène. Et ensuite, la nuit, les bonbonnes d'hydrogène sont utilisées pour faire fonctionner la pelle à hydrogène. Donc, c'est un système parfaitement presque autonome, on va dire, qui permet de faire le tour du monde. Je ne sais plus où ils sont actuellement, mais ils tournent. Donc voilà, donc on va s'inspirer aussi de ça parce qu'ils pompent directement de l'oxygène de l'air. Petite charge utile, ça serait bien parce que c'est vrai qu'on s'était dit au départ qu'on mettrait juste une carte postale, mais c'est bien aussi d'avoir on s'est rapproché des océanographes du Lagos, donc pas très loin de Supaéro, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, pour observer l'océan et aussi pouvoir enregistrer à bord des choses intéressantes. Voilà, pour terminer, c'est ma ma conclusion. L'ambition du projet, c'est une affiche qui a été faite chez Delair, une très belle une société de dronistes. L'ambition du projet, c'est d'abord de lever des verrous technologiques par la méthode pratique, c'est-à-dire en disant, bon, voilà, prenons une mission très simple et au lieu de faire simplement des PowerPoint, on va en faire aussi, hein, bien sûr, on a la preuve. On va faire pas seulement des études papier, mais aussi l'étude en s'affrontant aux 1001 problèmes dont j'ai cité seulement une petite fraction, pour contribuer finalement à débugger, à initier un petit peu tout ça, dans le but, je le dis avec un peu de modestie aussi, parce qu'il ne faut pas exagérer, il y aura bien d'autres problèmes aussi dans l'aviation générale, mais pourquoi pas à notre petite échelle de participer à faire advenir cette aviation propre et décarbonée du futur qui va impliquer peut-être plus largement que le domaine des drones aussi, des avions à petit nombre de passagers, aviation légère, aviation commerciale, etc. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a de toute façon, c'est sûr qu'il y aura des problèmes différents avec l'aviation générale, mais il y en aura certainement qui seront assez proches. Et de toute façon, même, j'imagine, chez ATR ou Airbus, ils commenceront par faire un démonstrateur avant de faire un gros truc. Ça me paraît assez astucieux. D'ailleurs, nous sommes en discussion avec beaucoup d'acteurs de l'aéronautique, dont bien sûr Airbus, Safran et d'autres, Thales, etc. Et puis, le troisième dernier point, pour moi, c'est vraiment de remobiliser, de former des ingénieurs pour les technologies de demain, et pas celles d'avant-hier, et aussi de leur redonner un petit peu d'espoir. C'est un petit peu ça aussi, en tant que prof, un souci qu'on peut avoir quand on entend certains se diriger vers d'autres secteurs parce que l'aérien est trop polluant. Mais c'est maintenant. Je pense qu'il faut investir massivement sur ces techniques et pas dans 20 ans où peut-être ce sera trop tard. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'accueille avec plaisir les questions. Je n'ai pas encore vu toute la liste là, mais je vais regarder ça après. Et je remercie notre partenaire Strad Dynamics, les partenaires académiques, la CNRS, la Place, H2Pulse, et nos sponsors qui nous ont fait confiance jusqu'à ce jour, ainsi que la 3AF pour son aimable invitation. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ce brillant exposé. Voilà, on a en plus dans l'heure promise, donc c'est parfait. Eh bien, écoutez, on va passer aux questions, aux échanges, aux réflexions, aux commentaires. Voilà, donc j'en ai un certain nombre dans le chat, donc on va les prendre. Donc, alors un commentaire de Philippe, le centre de masse du carburant devra coïncider avec le centre de portance. Alors là, il paraît être derrière. Alors là, j'imagine c'était par rapport à une slide. Je ne sais pas si… Alors, le centre… Alors, bon, encore une fois, dans notre projet, on a très peu de variations de masse au cours du vol, hein, en fonction, enfin, à cause du fait qu'on parle de 400 grammes sur 13 kg ou 12 kg. Et bien sûr, la question du centrage est très rigoureusement regardée. Hein. Le centre de portance, donc ce qu'on dirait plutôt, on appellerait le foyer, lui, on a une marge statique qui est
prévu d'environ 10%. Donc, 10% sur une corde qui peut peut-être faire une vingtaine de centimètres, ça fait jamais que 2 cm, 1 ou 2 cm, c'est pas beaucoup, mais c'est à peu près notre planche statique. Je ne sais pas si Philippe veut détailler par oral d'autres choses sur cette question, mais enfin, il me semble qu'on a prévu un centrage qui devrait être assez correct, mais je veux bien discuter. Faites un commentaire, sinon on va passer. Voilà. Bon, il a l'air d'être satisfait de la réponse. Alors, pour quelle moyenne, quid des charges en rafale sur l'aile du commerce? Ça, c'était le drone fait par Super-Héros. Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée. Alors, on a demandé aux fabricants de faire un certain nombre de renforts, puisqu'il faut en effet savoir que les ailes qui ont été vendues sont des ailes qui sont faites pour des avions qui font même pas 2 kg, moins de 2 kg. Nous, on est à 12 kg. C'est l'équivalent d'un facteur de charge quand même assez important. Ceci dit, les ailes de compétition, ils ont vraiment des facteurs de charge très, très importants. Nous, il n'est pas question qu'on fasse de l'acrobatie, mais bon, là, on va le découvrir un petit peu au fil de l'eau. On a fait quelques calculs structure aussi. Ça nous a paru à peu près correct. Il y a à l'intérieur de l'aile, bien sûr, une âme en carbone rectangulaire, extrêmement costaud. Et l'aile doit faire, l'aile totale avec cerveau et gouverne intégrée fait environ 1,3 kg, comme ça, avec les renforts et les... Alors on est justement en ce moment même en train de travailler sur la fixation de cette aile sur l'intérieur du fuselage. Voilà. Mais bon, ça reste une question un peu ouverte. On espère qu'on ne s'est pas trop planté dans les calculs, mais effectivement, les problèmes instationnaires en rafale de vent, c'est une question qui sera certainement regardée avec attention, en effet. Merci. Une question de Francis Dimera, que je trouve intéressante. Je ne dis pas ça parce que c'est mon président. Et quel moyen de navigation et de profil de vol pour le drone? Oui, j'ai très peu parlé de ça. Alors, le moyen de navigation… Quelques détails là-dessus. Oui. Aujourd'hui, au niveau… alors, je ne parle pas beaucoup je dirais, de l'aspect autopilote, parce que je dirais, il y a même pas mal de solutions sur étagère. Encore que, il faut quand même, on a un vrai sujet sur la question de la sûreté de fonctionnement et du sense and avoid, voilà, c'est-à-dire de l'évitement de collision, d'un système de collision automatique. Donc ça, c'est de l'évitement de collision. Alors ça, je le mets un petit peu à part parce que pour le moment, on est plutôt occupé par la question portée plus sur la navigation. Donc sur la question de la navigation, ce qu'on a prévu de faire, c'est de travailler sur un module SATCOM embarqué de type Iridium, mais en réalité, ce qu'on voudrait faire, c'est de se rapprocher de la constellation Kinéis, qui nous permettrait d'embarquer sur un petit module qui fait à peu près 1 cm de côté, avec un tout petit récepteur, qui permet de faire d'envoyer des sortes de SMS avec un nombre de caractères très limité, un débit très limité, mais qui nous permettrait de garder la position GPS. Donc tout est autonome, donc évidemment mais on aurait quand même une liaison montante et une liaison descendante, qui nous permettrait par conséquent, au cours du vol, de recevoir bien sûr toutes les 15 minutes un message de survie. J'existe toujours, tout va bien, ou je ne sais pas quoi, il me reste tant de carburant, voilà, d'hydrogène, je suis à tel niveau de vol, telle vitesse, quelques paramètres vitaux, et puis aussi d'être capable de lui renvoyer des instructions de cap, en disant désormais il va falloir voler à tel cap parce qu'il y a une grosse dépression qui arrive, ou je ne sais pas quoi, ou parce que les calculs de trajectoire faits à la station sol nous donnent une meilleure marge à l'arrivée en prenant un cap plus au sud ou plus au nord, par exemple.
Donc, module SATCOM et navigation par GPS, bien sûr, et aussi avec une possibilité de liaison bidirectionnelle par ce module SATCOM. Merci. Donc, pour préciser, Kinéis, c'est donc une constellation en développement, justement, et qui est en développement à Toulouse. Hein, c'est ça qui est intéressant, hein, parce que ce projet est quand même une dimension locale. Donc, c'est une constellation, vous devez connecter 25 satellites qui devraient aboutir en 2023. Ça fait avec ça. Ce serait intéressant de remarquer une balise. Donc, il y a aussi du spatial dans ce projet aéronautique. Alors, je regarde en même temps les commentaires. Alors, commentaire de Philippe. J'ai un ami ici aux US qui a fait les moules pour les ailes qui font 800 km/h en dynamique soaring. Il est d'une précision diabolique en CAO et taille de moule. Donc ça, c'est une proposition de partenariat outre-Atlantique. Merci. Je sais pas si, donc, merci. Très bien, oui. Je pense que ça serait super. Ouais. Un commentaire de Françoise Hellman. Bonjour, très beau projet. J'ai raté le début de la présentation. C'est pas grave, elle est enregistrée. Donc oui, je signale d'ailleurs que la présentation est enregistrée, donc sera disponible, je pense, sur le site de la 3AF. Donc n'hésitez pas pour voilà, ceux qui auraient loupé le début ou en tout cas de transmettre l'info. Comment est financé le projet? Quel est l'ordre de grandeur du budget? C'est aussi une question que j'avais en tête, y compris budget global, les ordres de grandeur avec la validation et les opérations finales. Alors, sur le projet, la phase actuelle, la phase exploratoire du projet, sur le financement dont nous disposons, c'est de l'ordre de… donc, on a l'ordre de grandeur, c'est environ 300 000 €, mais c'est vraiment ce qui se termine cette année avec un certain nombre de dossiers exploratoires qui, comme vous le voyez, iront quand même assez loin, puisque ce ne sera pas seulement exploratoire, pas juste du papier, ce sera aussi un premier démonstrateur, même peut-être deux, plus une campagne de soufflerie dont je n'ai pas parlé, mais qui est prévue cet été. Mais ensuite, le projet opérationnel consistant à développer plusieurs drones, parce qu'il faut en développer plusieurs, il faut réussir à faire des tas de tests, des tas de choses, est évalué environ 7 millions €, y compris l'opération elle-même, qui sera probablement autour d'un demi-million d'euros. L'opération elle-même, ça veut dire acheminer ce qu'il faut à Dakar, peut-être un électrolyseur, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'hydrogène liquide sur place, etc. Faire des missions de discussion au Brésil ou autre. Voilà. Tout ça, c'est environ 500 000 €. Reste voilà, à peu près 7 à 8 millions d'euros pour la totalité du projet. C'est l'ordre de grandeur, hein, pour répondre à la question. Après, je ne suis pas tout à fait mieux qualifié pour dire comment on va… voilà. D'accord, donc un budget qui reste quand même à boucler, si on a bien compris, hein, donc, oui. avec des appels à partenariat, avec des manifestations d'intérêt, des mécènes. Enfin, et bon, voilà, il y a pas mal on parlera le 7 octobre, parce qu'il y aura justement une exposition. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ça donne un ordre de grandeur, ce qui n'est pas rien, effectivement. C'est aussi ambitieux. Je vois qu'il y a une question autour de l'altitude oui. et du ras de l'eau, non? Oui, qu'effectivement, que j'ai dû zapper. Oui, tout à fait. Alors, la question, voilà, une question de l'altitude de vol. Le choix de l'altitude de vol a été fait en fonction de plusieurs considérations. D'abord, on pensait que c'était mieux de voler en dessous des nuages pour une raison simple, c'est qu'on ne veut pas monter trop, quoi. Donc, de toute façon, en dessous de 300 mètres, pas plus haut. Deuxièmement, on trouvait intéressant de pouvoir rester dans le plafond habituel des drones d'observation, qui est, c'est-à-dire en gros à 500 pieds, 150 mètres sol, pour avoir plus de facilité aussi pour faire tous les essais qualificatifs dans le cadre réglementaire. Parce que si on a besoin à chaque fois de voler au-dessus de 500 pieds, ça veut dire des NOTAM, des demandes d'espace aérien dédié, etc. C'est compliqué. Et d'autre part, pour rester quand même un petit peu sur le marché des drones, qui consiste à observer ce qui se passe à la surface de l'eau, enfin la surface quoi, de la Terre, quoi. Alors que ce soit une surface maritime ou terrestre. Voilà. Et après, pas trop bas non plus, parce que alors, il y a bien sûr le ras de l'eau, ça serait très très risqué. L'effet de sol, pour que ça soit utile, il faut voler à, je dirais, à une fraction d'envergure
Donc peut-être, dans notre cas, si on a un engin de 4 mètres d'envergure, ça veut dire de voler à 50 cm du sol. Si vraiment on veut des essais en termes de réduction de traînée induite, c'est vraiment pas possible. Puis il y a de la houle, etc. C'est compliqué. Faire comme l'Albatros, c'est, encore une fois, j'ai dit ça aussi, c'est très compliqué. Et puis il y a aussi la possibilité de manque de peau, de rentrer dans un bateau. Donc il faut aussi être au-dessus des plus hautes antennes qui existent, des gros ferries, des gros cargos. Ça serait pas de chance, mais ça serait possible aussi de se prendre un bateau. Il y a déjà des sous-marins qui sont rentrés dedans, comme ça, au milieu de nulle part. Mais bon. Bref, donc on se dit qu'une centaine de mètres, c'est pas mal, 100-150 mètres, c'est bien. On n'est pas très pressé pour monter, donc on peut faire des taux de montée très très lents avec des puissances pratiquement constantes, à peu près équivalentes aux puissances en croisière. Le vrai problème, c'est plutôt le catapultage. Mais ça, les Américains ont l'air de le pratiquer avec ce qu'on appelle un bungee. Ils tirent sur une sorte de sando, de grandes nouilles en caoutchouc, si vous voulez. Et tac, on l'a déjà fait, nous, il y a quelques années, sur des drones de plus petite taille. C'est très simple à faire, ça marche très bien. Ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Il n'y a même pas besoin de catapulte. Après, on peut aussi le démarrer sur le toit d'une voiture. C'est aussi nous, on avait pensé, ce qu'on fera probablement pour les essais, c'est le décollage sur un petit chariot. On utilise cette technique déjà aujourd'hui. Un petit chariot qui reste au sol, comme on faisait au début de l'aviation. Voilà. Oiseau blanc. Oui. D'autres questions? Alors, merci. Oui, alors, moi j'avais une question, tiens, j'en place une question technique. Là, j'ai noté qu'il y avait une question de thermie, donc d'évacuation des 200 watts de la pile à combustible. Et j'ai compris que c'était en ventilant par la convection forcée avec de l'air maritime, avec l'air ambiant. Et est-ce que l'idée, par exemple, parce que je compare un peu à la culture lanceur, vous avez aussi un problème inverse, c'est de réchauffer l'hydrogène liquide. Donc, utiliser les frigories d'hydrogène gazeux, moins 100 degrés Celsius, pour refroidir la pile, ce ne serait pas intéressant, ça? Pour remarquer, ça vous complique peut-être. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, je ne sais pas. Enfin, c'est une question. Oui, c'est un fait que l'hydrogène liquide est une source énorme de froid. Et alors, pas tant que ça à notre échelle, mais je pense qu'à grande échelle, c'est une vraie mine d'utilisation pour autre chose. Là, c'est peut-être pas intéressant pour ceux qui apprécient. Enfin, d'ailleurs, suffit peut-être. Il y a des choses à faire avec le froid. On peut même imaginer des. Bref, je sais pas, ça évoque la supraconduction, ça évoque plein de trucs, quoi. Le froid, qu'est-ce qu'on peut faire avec beaucoup de froid? Voilà. Ça, j'avoue que je m'aventure sur un domaine que je ne connais pas bien. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à l'échelle du mini-drone dont on parle, on n'a pas grand-chose, on n'a pas franchement beaucoup d'opportunités d'utiliser ce froid. Je pense que le plus simple, c'est de l'utiliser simplement en lien avec la chaleur excessive. Là on utilise la chaleur pour réchauffer. Voilà, c'est la seule interface que je vois d'utilisable mais en l'espèce, c'est vrai que… Ouais. Ah oui, non, mais j'ai peut-être pas compris. Donc, c'est bien ce que vous faites, en fait. Vous utilisez la chaleur excessive de la pile à combustible pour réchauffer l'hydrogène. Ah oui, alors, donc c'était ça ma question. D'accord, oui, donc ça, c'est déjà intégré. Oui, d'accord. D'accord. Autre question, sur le mètre couple, j'ai vu que le mètre couple paraissait un peu élevé pour André. Alors oui, le choix du mètre couple, il nous est imposé par le caractère un petit peu technique de ce sujet. Le fournisseur de réservoirs, on n'a pas aujourd'hui une grande gamme en fait de réservoirs possibles. Il y a des réservoirs. Alors, s'agissant de l'hydrogène gazeux, il existe des possibilités avec des réservoirs sphériques d'obtenir des rapports intéressants parce que la sphère est pas mal pour stocker beaucoup des hautes pressions, de très très hautes pressions. Donc ça pourrait être aussi une architecture possible d'utiliser des ballons sphériques les uns derrière les autres, ou bien d'utiliser ce tube-là avec du bobinage. Ça, je parle du gazeux. Pour le liquide, aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal aujourd'hui, peut-être à trouver des fournisseurs de réservoirs qui est du choix dans la forme de leur réservoir d'hydrogène liquide.
En gros, celui le partenaire là, qu'on a trouvé, là, Ilium, il fait des réservoirs plus ou moins volumineux, mais qui ont toujours le même diamètre. Donc, ils ajoutent des éléments comme ça, les uns derrière les autres. Voilà. Donc, eux, ils travaillent comme ça. Et du coup, on n'a pas beaucoup. En fait, on a fait le drone autour du mètre couple, si vous voulez, de cette solution. Il se trouve qu'elle était à peu près comparable à la taille de la pile à hydrogène. Donc, tout ça, ça s'enfile bien en filant, quoi. Alors, une proposition, aussi une suggestion de Gauthier. Peut-être un partenariat avec un fournisseur de logiciels de navigation à la voile, Cipadrena, peut vous aider dans l'optimisation de la nav météo. Voilà. Et pourquoi pas aller plus loin pour les énergies décarbonées, pour aller vers des énergies renouvelables et durables pour produire, je te le disais. Des ventilateurs, oui. Oui, alors, pour le premier point, oui, les logiciels de navigation à la voile, c'est exactement le même problème avec des vitesses, voilà, donc c'est tout à fait ce genre de choses qu'on va utiliser. J'ai quand même mentionné la thèse qu'on veut faire parce qu'elle pose un problème mathématique tout à fait intéressant et également des choses qui ne sont pas encore tellement faites en prévision. Ça commence, hein, Météo France s'y intéresse. Ça commence, c'est sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, justement pour faire du routage autonome, quoi, en quelque sorte, au-dessus de l'océan. Bon, ça, c'est parce que ça nous plaît, puis que notre positionnement d'institution, que ce soit à l'ENAC ou à l'ISAE Supaéro, nous invite à faire de la recherche et non pas juste d'utiliser des logiciels tout près. Mais de fait, tout à fait, c'est probablement ce qu'on fera dans un premier temps. Quant à l'énergie décarbonée pour des énergies renouvelables et durables, bon, ouais, bon, là, je ne sais pas. Ce que je peux dire quand même à ce sujet, c'est que l'hydrogène qu'on va utiliser sera même hydrogène sur énergie renouvelable, puisque ça sera de l'hydrogène qui sera obtenu avec le Laplace, la plateforme hydrogène du Laplace, avec des panneaux solaires qu'ils ont déjà. Ils ont des panneaux photovoltaïques qui leur permettent d'alimenter leur électrolyseur, qui leur permet ensuite qui leur permettra d'alimenter les liquéfacteurs et ainsi de suite. Ceci dit, ils utiliseront peut-être aussi un petit peu d'électricité du réseau, encore une fois, décarboné. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait vertueux, à titre personnel, d'utiliser le courant électrique de l'énergie nucléaire pour ce projet. Alors là, je vois qu'il y a des encouragements ou des compliments de l'ATECOR, donc futur partenaire du projet. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tu peux le lire en même temps, Jean-Marc. Voilà, jusqu'à réaliser ce projet sur les traces d'herbe magnifique et ambitieux. Je pense qu'on est tous convaincus de ça et passionnés, hein, donc, et c'est assez enthousiasmant. Allez, les essais en soufflerie. Ouais. Alors voilà, oui. Alors les essais en soufflerie, quel est le but des essais en soufflerie? Avez-vous là le final avec le bon profil et quelle liberté? Je m'en veux de ne pas avoir parlé des essais en soufflerie. Comme aérodynamicien, j'aurais dû quand même en parler un peu plus. Mais bon, c'est toujours pareil. Alors, les essais en soufflerie, ils ont un but. La campagne qui aura lieu cet été, elle a un but très précis qui est de cartographier différents types de prises d'air à différents endroits. Vous avez peut-être vu sur ma présentation qu'il y avait plusieurs trous qui avaient été faits exprès dans le fuselage. On va en boucher certains, on va en ouvrir d'autres. Et ça a pour but de cartographier l'effet des prises d'air sur, le débit d'air qui passe dans le compartiment de la pile, et 2, la relation avec la pénalité de traînée induite par ces fameuses écopes, quoi, en fait, ces entrées et ces sorties d'air. De voir quel est l'effet à chaque fois sur la pénalité de traînée. Voilà le but de la campagne de soufflerie essentiellement. Et il y a un deuxième et un troisième but secondaire qui sont qualifier complètement, parce que ça sera une maquette motorisée qu'on va mettre dans la veine de la soufflerie drone de l'ISAE, c'est-à-dire de vérifier qu'on a bien les bons rendements qu'on s'était donnés par rapport aux calculs qu'on a pu faire sur la chaîne de puissance, la chaîne propulsive. Et troisièmement, d'améliorer la question de créer à l'imprimante 3D plusieurs types de Karman autour des... Donc les Karman, ce sont les jonctions entre l'aile et le fuselage. Donc on en a fait plusieurs, préparé plusieurs, qu'on va venir coller et regarder leur effet sur la traînée.
Et puis, on va aussi essayer un petit peu de bande de transition, regarder si on a intérêt à transitionner sur la couche limite, etc. Faire un certain nombre de petites améliorations de détails pour voir comment on peut améliorer un petit peu les perfos. Je peux préciser la question? Certainement, oui. Alors, Parce que la question, c'était quelle liberté de modification vous proposez derrière. Je veux dire par là que ce qui m'a étonné un petit peu, c'est cette espèce de taille de guêpe qu'il y a derrière l'aile et qui me fait me demander si vous avez calculé ce qui se passe, pourquoi il y a ce restreint de fuselage de cette façon, au lieu d'avoir un fuselage qui finalement file doux comme tous les planeurs, quoi. Alors, oui. Et puis, oui, c'est ça. Et puis alors, bon, je sais pas, je suppose que c'est juste les petits dessins, parce que j'ai vu qu'il y avait des sorties d'air qui étaient en AK, ça m'étonne un peu, mais enfin bon, c'est autre chose. Oui, alors, sur la partie finale du… Même juste derrière l'aile, quoi. Ouais. Enfin, juste quand on a fini de passer le réservoir, là, on passe en… enfin, on a l'impression que la forme est à double courbure, quoi. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'en fait, on a intérêt… Alors là, c'est juste pour minimiser la masse et la taille de la pointe arrière. On a toujours intérêt, c'est vrai aussi pour les profils, on a toujours intérêt à commencer une recompression assez rapide et ensuite à faire quelque chose d'un peu sur la partie arrière en fait de la recompression, de la rendre un petit peu plus douce. Alors, on pourrait faire calculé. Là, vous l'avez calculé. Oui, on a fait des calculs. On a fait des calculs Navier-Stokes, on a fait des calculs aussi basés sur le couplage couche limite fluide parfait, mais aussi Navier-Stokes, oui. Oui, parce qu'au départ, en fait, on avait quelque chose de plus brutal qui donnait pas mal de décollement, donc ça ne nous allait pas. Voilà. Et c'était ma question derrière, c'est en posant la question sur la soufflerie, c'est est-ce qu'éventuellement, si vous trouvez que cette forme-là n'est pas très bien, est-ce que vous donnez la possibilité d'aller jusqu'à changer ces formes? Voilà. Ah oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, on n'en est pas encore au point où on va faire fabriquer un moule pour faire de la petite série. Hein. Là, vous avez vu, en fait, la technique de fabrication, elle se fait dans un Fab Lab avec… oui, d'accord. Voilà, c'est du prototypage. Là, pour l'instant, ça reste un prototype. Hein, pas du tout dans… Merci. Oui. Bon, ça pourrait, voilà, juste une question sur le réservoir structural là, quand même, qui me paraît intéressant de Cédric Lefort. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser le réservoir comme élément structural afin de limiter le mètre couple? Alors, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. On a précisément le projet de travailler sur ce sujet-là, justement, au département. Et je crois savoir que ça intéresse des grands groupes industriels aussi. Ces choses-là. Donc, ça va être l'objet probablement d'un projet de thèse qu'on voudrait lancer là-dessus. Mais par contre, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, côté ISAE Super Héros, nous, on ne maîtrise pas du tout la technologie de réalisation d'un réservoir capable de tenir l'hydrogène liquide à moins 250 Celsius, etc., avec toutes les soupapes et les mesures de niveau qui vont bien, tout en étant structurel. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait assez séduisant dans la mesure où, d'une manière tout à fait générale pour l'aviation, cette partie arrière de l'avion, c'est emmerdant, ça sert tout le monde s'en plaint de ce truc-là parce qu'on ne peut pas y mettre de passagers, on peut difficilement y mettre du fret. Par contre, y mettre de l'hydrogène liquide qui est relativement léger en lui-même, ça paraît plutôt intéressant. Effectivement, le réservoir structurel serait très intéressant. Bon, Nicolas, s'il te plaît. Oui, alors vas-y Francis, je te laisse. Non, simplement. Francis nous rappelle le timing, il est effectivement 19h30. Je suis le timekeeper, il est 19h30, on va être obligé d'arrêter là cette conférence remarquable. Jean-Marc, encore merci pour toutes ces explications. Il y a plein de questions encore qui restent, j'en suis sûr. Et oui, on va les noter. On les notera à Jean-Marc et puis les commentaires et les propositions aussi. On les passera effectivement, si ce n'est effectivement, pourquoi pas passer par le site d'A3AF permettant de le faire. Voilà. Merci encore. On va arrêter là. C'est gentil à vous. C'est très intéressant, extrêmement, disons, prospectif.
disons-le comme ça, mais il faut passer par la prospective. Il y a plein de questions encore qui restent. Moi, personnellement, j'en ai aussi, mais bon, on verra ça une autre fois. Merci encore. Et alors, notez le 7 octobre à l'envol des pionniers, quand même, le rendez-vous, puisqu'il y a des gens qui veulent suivre ça. Le 7 octobre à l'envol des pionniers. Donc, et alors, si j'ai bien compris, avec un panier pour la quête, c'est ça? Alors, ouais, ça, voilà, pour les partenaires, mais il y aura la presse, la ville de Toulouse, et donc vous avez bien compris que Jean-Marc cherche des partenaires, des sponsors. Donc, en tout cas, ça sera l'occasion de voir un prototype de ce drone. Ben, si Louis veut bien venir avec nous, Marseille rejoignant Toulouse, pourquoi pas, hein, je suis prêt à payer, pas de problème. Bon, donc je suis sûr qu'il va y avoir plein d'idées. Donc, merci encore à vous tous, donc aussi les auditeurs, et merci beaucoup à Jean-Marc qui nous fait partager sa passion. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Francis pour l'invitation. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.